juste donner un trauma avertissement. Dans cette présentation, on va utiliser un mot qui peut causer des inconforts pour les personnes concernées. Donc, le mot des transitions. Euh, on va mettre ça en contexte avant de commencer la présentation. Donc, je voulais juste donner ce trauma avertissement, ce trigger warning, comme on dit, avant de commencer pour vous préparer. Donc, je vais passer la parole à Mélanie Millette. Parfait. Bon, merci. Alors, je vais vous partager mon écran dans une petite minute. OK. Voilà comme ça. Vous voyez mes diapositives? Oui, parfait, merci. OK, donc juste avant de débuter, je m'appelle Mélanie Millette, je suis professeure en communication, je suis spécialisée en médias sociaux numériques, je suis au département de communication sociale et publique de l'UQAM et puis je suis également responsable de l'axe méthodologique du Lab CMO. Le Lab CMO, c'est un laboratoire sur la communication et le numérique. Et mon expertise de recherche à moi, c'est la manière dont les personnes qui ont été minorisées ou marginalisées là, par différents rapports sociaux et rapports de pouvoir utilisent l'Internet et les médias sociaux, notamment à des fins de reconnaissance. Donc, je vais laisser rapidement la parole à mes collègues Olivier Turbide et Édith Paréroy pour qu'ils et elles se présentent rapidement. Olivier? Bonjour, prenons il et lui. Je suis également professeur en communication, professeur au département de communication sociale et publique à l'UQAM. Je suis aussi directeur du laboratoire d'analyse de presse Cache-Chartier, toujours à l'UQAM. Moi, mon domaine de spécialité, c'est vraiment l'analyse de discours, l'analyse rhétorique. Donc, je m'intéresse beaucoup au discours politique, donc tous les éléments en lien avec des stratégies argumentatives et rhétoriques. Et aussi toute l'analyse des controverses. Donc, c'est pour ça que l'équipe de recherche est venue me chercher pour aborder des controverses autour des personnes trans, des transitions de façon plus spécifique. Peut-être, Edith, si tu veux te présenter. Oui, allô tout le monde. Donc, d'abord, je dois dire que j'ai un petit rhume, donc je suis vraiment désolée si ma voix n'est pas super. Moi, j'étudie à la maîtrise en sexologie dans le profil recherche et intervention. Et mon projet de mémoire, c'est plus sur la résilience des jeunes, de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres qui ont vécu des traumas interpersonnels. Et pour le projet aujourd'hui qu'on présente sur la détransition, j'ai travaillé à faire les analyses de codification sur NVivo. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir les partager aujourd'hui avec vous parce que quand on fait de la recherche, c'est très solitaire là, comme travail. Donc, ça fait comme du bien de sortir de ma bulle. Là. Donc, merci à Sloan et à l'équipe d'Annie. Merci Edith. Puis je veux mentionner également Elia Chartrand qui est avec nous parmi l'audience, qui est une autre des personnes qui travaillent sur la recherche avec nous et qui fait vraiment un apport inestimable. Sans plus tarder, j'aimerais quand même vous présenter le reste de l'équipe parce que cette présentation, cette recherche ne serait pas possible d'abord sans le leadership stimulant, inclusif et inspirant de Annie Pullen-Sans-Façon, qui est la titulaire de la chaire de recherche et qui est également la chercheuse principale du projet dont on vous parle aujourd'hui. Donc, le projet, comme le mentionnait Sloan, porte sur la détransition. On le verra tout à l'heure, qui porte aussi différents noms parce que c'est un phénomène qui est peu connu. Et je sens que c'est important de vous dire qu'à l'origine du projet, il y a un moment déclencheur qui est une journée de maillage que Annie avait organisée en mai 2019. Au même moment où il y a un article de Radio-Canada qui a semé la controverse, c'était un article qui abordait la détransition. Et dans la journée maillage, il y avait des chercheurs, chercheuses, des personnes des milieux professionnels médicaux et d'intervention, mais aussi des personnes concernées, des parents de personnes concernées, des jeunes personnes qui s'identifient comme trans, et ainsi que des travailleurs, travailleuses, donc des personnes travailleuses des milieux communautaires, de la diversité d'orientation sexuelle et de genre. Et quelques semaines plus tard, Annie est revenue vers nous et suite à cette espèce de moment de controverse-là, Annie a dit
ce qu'on constate sur le terrain, c'est un recul. Cet article-là et la médiatisation du phénomène de la détransition est en train de faire reculer la cause, notamment en termes de gains qui ont été chèrement gagnés par des années de lutte et de mobilisation militante pour l'accès aux soins, par exemple. Donc, la demande du projet, la demande de faire le projet sur la détransition part vraiment de la base. Les gens, les personnes concernées, les gens en intervention ont dit il faut comprendre ce que c'est de manière intelligente et nuancée la détransition pour ne pas ostraciser, marginaliser davantage ces personnes-là, mais également pour recadrer les choses dans une perspective transaffirmative, parce que c'est la perspective de l'équipe dans son ensemble. Vous voyez les noms de tout le monde en ce moment. Donc, c'est une perspective qui se veut non pathologisante, fluide dans le genre et puis respectueuse d'autodétermination. Nous, comme vous l'avez entendu dans nos biographies, on est le volet médiatique. En fait, là, de l'enquête. On travaille donc sur les discours autour de la détransition et puis vous êtes probablement déjà au courant, si vous connaissez un peu le projet, qu'il y a un volet avec des entretiens auprès de personnes qui s'estiment détransitionneuses pour comprendre leur vécu et également un volet auprès des personnes dans les milieux médicaux et d'intervention pour comprendre du côté clinique comment on comprend, perçoit, cadre ce qu'est la détransition. Donc, sans plus attendre, le plan de la présentation... Mélanie? Oui? Est-ce que tout le monde voit plein écran ou vous voyez les... Parce que de mon côté, je vois nos notes, donc OK. c'est possible de mettre plein Est-ce que ça écran. fonctionne? Hein? Oui, c'est bon. Ah ben heureusement que je ne fais pas trop de fautes dans mes notes personnelles, vous m'excuserez pour le basculage d'affichage. OK, sans plus attendre, merci Olivier. Sans plus attendre, donc une brève mise en contexte avec une brève recension de la littérature. Ensuite, on va passer à la méthodologie avec Olivier notamment, résultats et finalement les conclusions. On va essayer d'être assez bref pour avoir du temps pour discuter avec vous. Donc, pour commencer un peu de contexte sur la manière dont les médias, la presse, notamment la presse écrite, ça a été ça, nous, notre focale, couvre la diversité d'orientation sexuelle et de genre en général. Donc, on fait une espèce de pas de recul, là. Il y a très peu de littérature scientifique en la matière, mais ce qu'on remarque, c'est depuis les 10 dernières années, notamment, la visibilité médiatique, c'est ce que vous voyez à l'écran, des personnes, des communautés LGBTQIA+, donc la diversité, a augmenté, mais de façon non équitable entre les sous-groupes, c'est-à-dire que les hommes gays forment le groupe le plus visible dans les médias de masse, tandis que la visibilité des personnes trans reste la plus faible. Mentionnons aussi que quelque part entre les deux, il y a la visibilité lesbienne qui est moindre également que celle des hommes gays. Ensuite de ça, si on passe à la couverture donc plus spécifique dans les médias de la transition en soi, il y a Capuzza en 2014 et elle a fait une série là, de publications liées à cette étude qui a analysé donc la presse américaine et la façon dont on couvrait les enjeux, les réalités des personnes trans. Et elle remarque trois principales façons, trois aspects qui ressortent très fortement. Tout d'abord, la presse met de l'avant des nouvelles plus légères. Donc, il y a très peu de reportages en profondeur. Pensez à des soft news, là, ce qu'on appelle soft news, donc nouvelles du sport, des faits divers, des nouvelles concernant, je ne sais pas moi, la mode, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment secondaire. Deuxième chose qui ressort, les journalistes citent davantage des sources expertes, par exemple des médecins ou des personnes dans les cliniques, que des personnes trans comme telles. Ce qui a comme effet finalement d'invisibiliser la voix des personnes trans au sein même des articles qui les concernent. C'est un problème. Et troisième point qui ressort de l'enquête, les voix des personnes trans sont largement limitées à des commentaires sur leurs expériences de vie individuelles. Donc, documenter cet aspect subjectif dans la presse, ce n'est pas un problème en soi, sauf que quand ça devient un trait marquant de l'ensemble de la couverture de la presse, ça en vient qu'à invisibiliser la dimension transversale des luttes collectives, par exemple. Je passe la parole à Edith. Merci. On a fait une recension des écrits et en fait, il y a un seul article scientifique qui porte sur la détransition, sur la couverture médiatique de la détransition. Et là, il y a trois aspects principaux qui ressortent de cet article-là. Donc, le premier, c'est l'invisibilisation des personnes des trans. Alors, il y a plusieurs articles qui portent sur l'affaire James Caspian. Lui, c'est un psychothérapeute qui aurait voulu faire un projet de maîtrise sur la détransition.
mais ça a été refusé par le comité d'éthique de l'Université Batyka. Alors là, les médias se sont vraiment intéressés beaucoup à cette histoire-là et ont crié aussi à la censure là, à la suite de ça. Donc maintenant, le deuxième aspect, c'est la protection des jeunes contre des diagnostics erronés. Il y a plusieurs journalistes qui ont décrit les conséquences qui seraient désastreuses, là, je mets des guillemets, de la détransition sur des jeunes qui auraient reçu un mauvais diagnostic, c'est-à-dire que c'est des jeunes que des professionnels de la santé auraient aidé à transitionner, alors que finalement, ils n'auraient pas été vraiment trans. Et le dernier aspect, c'est les tendances de contagion sociale et le diagnostic de Rapid Onset Gender Dysphoria, qu'on pourrait traduire par le déclenchement rapide de la dysphorie de genre. Donc, il y a des auteurs qui pensent en ce moment, juste si je peux revenir, il y a des auteurs qui pensent qu'en ce moment, il y a comme un phénomène d'influence sur les réseaux sociaux qui amènerait des jeunes cisgenres qui n'ont jamais vécu de dysphorie de genre avant à s'identifier soudainement à la transition. Donc c'est ça, dans le fond, ça serait une augmentation des taux de personnes, des trans de jeunes qui se présentent dans des cliniques avec une dysphorie de genre qui ferait en sorte qu'il y a des auteurs qui pensent qu'il y a ce diagnostic-là de Rapid Onset Gender Dysphoria. Merci. Donc, notre question de recherche, c'est qu'est-ce qu'on entend par discontinuation de la transition, des transitions et des existences dans les médias? Et pour le projet qu'on vous présente aujourd'hui, c'est spécifiquement dans la presse écrite. Donc, on a deux objectifs principaux avec notre recherche. Donc, le premier objectif, c'est de comprendre la façon dont les médias parlent de la détransition. Donc, comment ce phénomène-là est décrit, défini et caractérisé. Et aussi, à quel autre phénomène est-il associé ou dissocié? Pour voir en fait ce qui émerge en termes de cadrage. Donc, le cadrage, on va le voir à la diapo suivante. Et le deuxième objectif, c'est d'identifier les principaux schémas argumentatifs qui sont utilisés dans la couverture médiatique quand il est question des transitions de genre et des personnes qui sont impliquées dans ce processus-là. Et donc, notamment en lien avec les justifications qui sont amenées pour soit soutenir ou condamner la détransition. Merci. Donc, sur le plan théorique, notre recherche se situe dans une approche socio-constructiviste des médias, donc une approche qui va être en fait sensible au rôle des discours, donc des discours médiatiques dans la construction sociale de la réalité, et aussi dans une approche critique, donc critique qui va reconnaître la dimension spécifiquement idéologique du langage et des rapports de pouvoir, notamment des rapports de domination qui se jouent à travers le discours, à travers le langage. Et de façon plus spécifique, donc, on va mobiliser l'outil conceptuel de la théorie du cadrage dans le cadre de cette étude. Donc, théorie du cadrage, c'est une théorie qui est utilisée pour finalement étudier l'impact qu'ont certaines façons de mettre en scène et de mettre en mots des enjeux, des événements. Donc, l'effet de cadrage va se produire à travers le choix d'images, de vocabulaire, de figures rhétoriques pour représenter une certaine réalité. Hein? Par exemple, si on parle de problème de la transition de genre ou si on évoque que c'est la réalité, hein, ce n'est pas le même billet, on ne construit pas la même réalité de la même façon. Donc, c'est un cadrage différent qui va être proposé aux lecteurs, aux lectrices. Sur le plan méthodologique, donc, notre recherche, donc, sur le plan temporel, donc, va du 1er juin 2017 au 31 décembre 2020. Donc, pourquoi juin 2017? Hein, c'est principalement parce que, donc, en juin de cette année-là, il y a eu un important projet de loi canadien, donc, contre la discrimination envers les personnes trans. Puis on trouvait que c'était un bon moment pour commencer cette recherche-là, d'autant qu'il va y avoir une discussion assez intéressante là, dans les médias là, autour de ce projet de loi-là. Donc, le corpus a été récolté sur deux principales bases de données, donc base de données de la presse écrite, donc d'abord Eureka,
donc vous connaissez peut-être, donc pour les médias, donc pour les journaux québécois et canadiens de façon générale, et aussi donc pour l'international, la base Factiva, donc qui est aussi assez connue. Pour constituer ce corpus-là, donc un corpus de 192 articles, nous avons utilisé une série de mots-clés représentatifs du phénomène des transitions, donc des distances, des transitions, discontinuation, arrêt de transition, des transitionneurs, des transitionneuses et la notion de genre là, qui était fondamentale là, pour essayer d'enlever le plus possible certains faux positifs du corpus. Donc, je le disais, donc une analyse de 192 articles où on a mené deux types d'analyses de façon plus précise. Donc, d'abord, une analyse de contenu, une analyse de contenu davantage thématique et une analyse argumentative à partir donc d'une grille d'analyse, d'une grille de codification qu'on pourrait qualifier d'hybride, en ce sens qu'elle va intégrer à la fois des catégories qui émergent donc ou qu'on retrouve dans la littérature et aussi donc des catégories davantage qu'on développe finalement au fil de l'analyse, au fil du texte. Cette grande catégorie ont été développées, qui intègrent à la fois donc de façon assez classique là, donc des éléments thématiques, mais aussi des codes davantage linguistiques, donc le discours rapporté, des éléments sémantiques, des stratégies de désignation, de qualification, et aussi un certain nombre de codes spécifiquement argumentatifs pour finalement capter donc les logiques de justification des positions, des cadrages défendus par les journalistes, donc les acteurs là, qui interviennent là, dans le discours de presse. Donc, pour un total de 212 codes qui ont été utilisés. Notons également que la codification a été faite donc, sur le logiciel NVivo, réalisé par Joseph Depiano et Ilia Chartrand-Deschamps sous la supervision donc, d'Edith qui est avec nous aujourd'hui. Donc, si on regarde de façon plus précise donc, notre corpus, donc corpus de textes médiatiques, donc avec un ensemble de textes qui proviennent essentiellement donc, du monde occidental, donc Canada, États-Unis, Europe, Royaume-Uni et donc Australie. Et fait à noter, on a seulement 4% de notre corpus qui concerne des médias francophones et le même pourcentage pour les médias canadiens. Donc, c'est-à-dire que donc, la couverture médiatique canadienne donc, de la détransition, globalement, est très faible là, si on la compare à celle, par exemple, des États-Unis ou de l'Europe de façon plus générale. Et il faut peut-être noter que cette couverture-là, donc le 192 articles, ça reste une couverture très, très faible, très limitée, si on la compare à d'autres enjeux sociaux, même à d'autres enjeux de genre, sachant qu'on a quand même donc un nombre considérable de sources potentielles donc à travers le monde et sur une période de 2 ans et demi. Donc souvent, pour avoir travaillé sur d'autres enjeux, notamment des enjeux environnementaux, des fois pour une période similaire, on peut penser que ce chiffre-là se multiplie par 10, voire par 15. Donc c'est dire que c'est une couverture qui reste qu'on pourrait qualifier de confidentielle d'une certaine façon. Donc, en dépit de cette couverture, comme je le disais, assez limitée, il reste qu'on le voit bien dans le graphique qu'on vous présente ici, qu'il y a une sorte de boom donc en 2020. Donc, on passe donc en 2017 à peu près donc 37 articles à plus d'une centaine donc pour l'année 2020. Donc, ce boom va s'expliquer principalement par deux controverses, deux controverses qui vont être surmédiatisées. Donc, d'une part, il y a ce qu'on appelle l'affaire Keira Bell, donc du nom de la jeune femme qui, dès l'âge de 16 ans, va commencer à prendre des bloqueurs d'hormones.
et pour donc faire sa transition. Puis quelques années plus tard, donc insatisfait de sa transition, va détransitionner et donc dans la foulée, va aussi poursuivre, donc va poursuivre en justice la clinique qui l'a accompagné dans son processus de transition. Donc, poursuite judiciaire qu'elle va finalement remporter. Donc, d'où l'attention médiatique autour de cette affaire. Et l'autre controverse, c'est donc, peut-être vous en avez entendu parler aussi, donc un peu plus tôt, donc en juin 2020, donc les tweets transphobes de l'auteur connu mondialement, J.K. Rowling. Et donc, faites à noter, puis c'est pour ça que c'est intéressant de s'y attarder, c'est-à-dire l'affaire Bell va mobiliser ou va occuper près de 20% de l'ensemble de notre corpus, donc 20% de l'ensemble des 192 articles, tandis que l'affaire Rowling pour 10%. Donc, c'est dire comment ces deux affaires-là vont influencer la couverture médiatique de ces événements. Il va se produire, puis ça c'est intéressant de l'analyser, il va se produire une espèce d'effet de contamination, c'est-à-dire que la couverture médiatique qui vont suivre ces deux affaires-là va finalement être influencée par la façon dont a été traitée médiatiquement l'affaire Bell et l'affaire Rowling. Hein, de sorte que après septembre, novembre 2020, l'ensemble des acteurs qui vont aborder la détransition vont le faire, même des fois implicitement, par rapport au discours qui a été porté à travers l'affaire Rowling et l'affaire Bell. Hein? Et c'est d'autant plus important que dans l'affaire Bell, on cadre finalement on cadre la détransition comme une erreur. Donc, les acteurs vont se positionner donc, par rapport à ce cadrage-là très particulier et condamnable, on pourrait dire, de la détransition. Donc, on ne s'étonne pas. Donc, l'affaire Rowling, l'affaire Bell, donc deux affaires britanniques, donc ça se répercute aussi dans le type de médias qui vont parler de la détransition sur la période couverte. Donc, ça va être essentiellement donc pour une portion de plus de 30% donc des médias britanniques, hein, donc de Telegraph, Times, Daily Mail, The Guardian. Donc, c'est des médias qui vont beaucoup couvrir donc les deux affaires. Donc, par voie de conséquence, beaucoup couvrir aussi la détransition. Faites à noter, hein, c'est un peu un ovni dans notre corpus, donc c'est le The Australian, donc le quotidien australien avec 6,7% de l'ensemble de la couverture médiatique sur la détransition. Hein, donc, on s'explique actuellement un peu mal, mais donc c'est vraiment un journaliste, un chroniqueur hein, qui périodiquement, donc presque à toutes les semaines, a publié donc, un article où il abordait donc, différents éléments liés à la détransition, donc ce qui explique cette forte présence. Sinon, les autres articles donc, se répartissent, donc beaucoup États-Unis, Canada, un peu comme on l'a vu, Écosse, Irlande aussi. Donc, voilà un peu ce qui fait le portrait donc, de la distribution sur le plan médiatique. Et peut-être, dernier commentaire donc, sur non, tu peux passer à l'autre. Dernier commentaire sur le corpus ou en tout cas sur le type de couverture médiatique qu'on retrouve au sein de notre corpus. Et contrairement, puis ça, je trouve ça assez intéressant de le noter, contrairement à d'autres enjeux où on va avoir beaucoup de nouvelles, hein, ici, on voit que c'est assez partagé, donc 45,8% de nouvelles, mais une majorité de textes médiatiques qu'on pourrait dire de qualité, c'est-à-dire donc avec souvent une couverture davantage en profondeur, hein, des reportages, des éditoriaux, des chroniques, donc qui montrent bien comment finalement, donc c'est pas seulement un fait divers, là, des transitions, mais c'est quelque chose qu'on couvre là, de façon extensive. Et l'autre élément qui nous permet de voir ce graphique-là, c'est la place que va avoir ce qu'on appelle le genre d'opinion, donc les textes d'opinion, donc oui, textes d'opinion, mais aussi les chroniques, les éditoriaux. Donc, chroniques, éditoriaux, textes d'opinion. Donc, ces genres-là, donc ces textes-là regroupent
plus ou moins 15%. Donc, ça dénote aussi un autre aspect donc, de la couverture sur la détransition, c'est la présence donc, d'un débat social autour de cet enjeu-là, donc une dimension controversée là, qui est saillante là, quand on voit que c'est davantage des chroniqueurs, des éditorialistes ou donc des experts qui vont finalement mettre leur opinion sur cet enjeu-là. Donc, voilà. Merci Olivier. On a fait une analyse du vocabulaire et on s'est rendu compte que le mot détransition et ses mots associés comme détrans reviennent plus souvent dans le corpus que le mot désistance et c'est synonyme. Donc pour détransition, on avait 542 occurrences comparativement à 139 mentions pour la désistance. Donc en général, quand la presse écrite parle de désisteurs, il est question de personnes qui ont déjà vécu la dysphorie de genre, mais qui ont finalement décidé de ne pas faire de transition. Par contre, quand on parle de personnes des trans, on parle de personnes qui se sont déjà identifiées comme trans, mais qui ont finalement rejeté cette identification-là. Autrement dit, dans la détransition, il y a vraiment l'idée qu'il y a déjà eu une forme de transition, donc qu'elle soit médicale, sociale et ou légale, tandis que dans la désistance, il n'y a juste jamais eu de transition. Cela dit, la plupart des articles vont parler spécifiquement plus de la transition. Donc, on a vu que la détransition, c'est le sujet principal dans seulement 14% des articles. Donc, c'est ça, comme je disais, la plupart des articles portent sur la transition et la détransition, c'est l'aspect secondaire. Donc, comme Olivier en a parlé tantôt, souvent, on va parler de la transition. Après ça, on va parler soit de l'affaire Kerabel ou des tweets de J.K. Rowling. Et après, là, on va aborder la question de la détransition. Merci, Edith. Donc, ce que ça crée comme effet, si on commence un peu à avancer dans l'analyse, c'est qu'il y a pratiquement la moitié des articles qui vont mentionner, là, je suis dans la bulle violette, qui vont mentionner la détransition comme une preuve, et je mets de grands guillemets, que la transition a été une erreur. On voit ça notamment avec des citations là, comme celle du USA Today que je vous traduis comme suit, si je n'avais pas été induite en erreur par des histoires médiatiques de succès, guillemets encore, de changement de sexe, et par des médecins qui disaient que la transition était la réponse à mes problèmes, je n'aurais pas souffert comme je l'ai fait. Des problèmes sous-jacents sont souvent à l'origine du désir de s'échapper de sa vie pour aller vers une autre. Il faut les traiter avant d'entreprendre l'étape radicale de la transition. Un autre élément qui a ressorti très fortement dans le corpus, c'est que vous voyez le pourcentage, 4,7% seulement, donc c'est vraiment minime, des articles mentionnent la détransition comme une étape importante dans un processus identitaire qui serait plus fluide. Donc, on associerait cette position-là à quelque chose comme, par exemple, une perspective plus transaffirmative, plus fluide des genres, et c'est très peu présent dans le corpus. Et un autre exemple de citation que je vous traduis comme suit. Tous ces changements physiques qui se sont produits lors de ma transition m'ont aidé à développer une relation plus étroite avec mon corps. Ils font simplement partie de mon parcours, dit Ellie. Voilà. Donc, non seulement la détransition est un sujet de niche, comme l'a mentionné Edith précédemment, mais elle est abordée davantage comme un aspect secondaire dans l'ensemble du corpus sur des textes qui portent sur autre chose. Et la couverture est largement définie comme étant, donc la couverture de la détransition la positionne comme étant largement définie comme le résultat négatif d'une transition qui n'aurait pas dû avoir lieu. Si je poursuis au niveau de la bulle rouge, le quart des articles mentionne que la détransition est le résultat d'un mauvais diagnostic par un professionnel de la santé, ce qui est quand même assez fort. Donc, je vous traduis le genre de citation qu'on a dans ce type de statistiques. Pour incarner ce type de statistiques, j'aurais aimé que le psychiatre de la clinique d'identité de genre au Royaume-Uni me donne une meilleure évaluation. Une partie de moi veut retourner à la clinique pour regarder à nouveau mon psychiatre en face, mais je sais que c'est motivé par la colère. Je ne pense pas qu'il puisse m'aider. Il est donc inutile d'y retourner. Donc, des choses très, très sensibles et très, très intenses. Et donc, deuxième bulle, 14,6% des articles mentionnent un enjeu de santé mentale comme cause d'un mauvais diagnostic ayant conduit à une transition qui n'aurait pas dû avoir lieu.
Donc, encore une fois, je vous traduis la citation qu'on a mise tirée du corpus. Beaucoup de ces soi-disant détransitionneurs affirment que leur dysphorie n'a pas été causée par une inadéquation profonde entre leur identité de genre et leur corps, mais plutôt par des problèmes de santé mentale, un traumatisme, la misogynie de la société, une combinaison de ces facteurs ou d'autres types de facteurs. Ils disent avoir été poussés vers les interventions physiques comme les hormones ou les chirurgies par la pression de leur père ou par des cliniciens cliniciennes qui ont négligé d'autres explications potentielles à leur détresse. Donc, je suis désolée s'il y a des extraits du corpus qui heurtent certaines personnes. Donc, si on avance un peu sur la structure argumentaire, je passe la parole à Edith. Merci. Donc, voilà, c'est ça, je vais présenter une structure argumentative typique d'articles qu'on pourrait construire comme des articles anti-transition et qui sont assez nombreux, en fait, dans notre corpus. Et d'ailleurs, on a vu des bons exemples de cette structure-là dans la diapositive précédente. Donc, dans ces articles-là, au départ, la transition s'est présentée comme un phénomène indésirable. Et la transition, dans le fond, ce serait souvent causée par un mauvais diagnostic. Donc, les professionnels de la santé n'auraient pas vu les problèmes réels, je mets les guillemets, des jeunes, donc soit l'autisme, un enjeu de santé mentale, la pression sociale, l'homosexualité refoulée ou la misogynie. Ensuite, on aborde la détransition et on la décrit comme étant la preuve qu'il y a eu un mauvais diagnostic. Et après, les journalistes et les personnes interviewées vont parler des conséquences possibles de la détransition. Donc, on nomme entre autres l'infertilité, les fonctions sexuelles affectées ou encore les changements physiques non désirés. Donc, ces articles de transition-là, souvent vont se conclure par une critique des approches transaffirmatives et vont se positionner en faveur d'un encadrement psychosocial et médical plus strict. En anglais, on parle de gatekeeping. Donc, un encadrement plus strict pour identifier là, les vrais problèmes des jeunes, pour éviter qu'ils fassent un parcours de transition qui débouche par la suite sur une détransition. Donc, on a vu, c'est ça, cette structure-là argumentative est récurrente dans le corpus. Et ça peut avoir comme conséquence néfaste de faire comme un déni implicite des identités trans. Donc, voici le moment de la discussion. Donc, on pourrait utiliser deux concepts pour analyser nos résultats. Le premier concept, c'est celui de maltraitance médiatique, qui est un concept de Karine Espinera, une chercheuse trans. Et selon les études de cette chercheuse-là, les personnes trans sont mal représentées dans les médias. Donc, non seulement elles sont sous-représentées, mais en plus, quand il est question d'enjeux trans, on invite souvent dans les médias des personnes non trans pour en parler. Donc, selon Espinera, ça créerait comme une idée fausse des réalités transidentitaires. Donc, c'est un peu particulier parce que dans notre corpus, on n'a pas tellement un enjeu de maltraitance médiatique des personnes des trans, au sens où elles ont quand même la parole dans près de la moitié des articles, donc c'est comme pas si mal. Mais par contre, on pourrait dire que la maltraitance médiatique, ça se prolonge encore vers les personnes trans, parce que, dans le fond, les journalistes vont tout le temps choisir les personnes des trans qui ont des discours anti-transition. Donc, on n'a pas des personnes des trans qui ont des discours transaffirmatifs ou qui ont des discours plus nuancés. Donc, on pourrait dire que ça contribue en fait à la couverture négative de la transition. Et ensuite, le deuxième concept qu'on pourrait utiliser, ça s'appelle le cissisme. Donc, c'est un nouveau concept qui a été élaboré par Marjorie Silverman et par Alexandre Barry. Et ça dit que le cissisme, dans le fond, c'est un système de pression à l'égard de n'importe quel type de changement et qui impose la contrainte à la continuité biographique. Donc, c'est des grands mots pour dire que, dans le fond, socialement, c'est vraiment mal vu de changer. Donc, on pourrait penser que le cissisme, c'est à la fois au cœur de la transition et de la détransition. Donc, dans un premier temps, ce serait vraiment mal vu de changer le sexe ou le genre qui a été assigné à la naissance. Et dans un deuxième temps, si la personne a décidé de faire une transition, à ce moment-là, ce serait vraiment mal vu aussi de diverger de cette transition-là et de faire une détransition après. Donc, on pense que le cissisme, ça teinte aussi en partie la couverture médiatique de la détransition. Merci beaucoup, Edith.
Pour remettre tout ça ensemble, et on va bientôt cesser de parler pour laisser le temps aux personnes présentes de poser des questions et mettre des commentaires. Donc, premier élément de conclusion important, la couverture, vous l'aurez compris, là, la couverture médiatique dépeint donc le corps médical comme étant quelque part responsable des diagnostics erronés qui ont conduit à tort des personnes vers la transition. Donc, premier élément. Ensuite de ça, les médias vont également, donc la presse internationale va également rapporter 2 grandes critiques principales. Premièrement, les personnes interrogées, donc incluant les personnes détransitionneuses, mais d'autres personnes également, vont critiquer l'insuffisance du contrôle médical. Donc, on parle encore ici de gatekeeping en termes d'accès au diagnostic, accès à un bon diagnostic pour faire le lien avec l'élément dans le haut de la diapositive, accès à un traitement médical et surtout accès à du soutien. Sur du temps long, notamment dans certains cas. Deuxième critique qui est formulée, le corps médical, lui, donc les professionnels de la santé, lorsqu'ils et elles sont interviewés, vont critiquer la facilité, avec des guillemets, avec laquelle les jeunes ont accès aux hormones. Et là, ce qui est assez tragique, je dirais, c'est que ces critiques combinées à l'effet de cadrage que Olivier et que Edith ont décrit et discuté, va faire qu'en grande conclusion, en fait, la couverture de la presse de la détransition la dépeint comme la solution face à une erreur qui serait donc une troisième critique qui émerge de ce corpus-là, le fait que la transition elle-même est frontalement critiquée et cadrée comme étant une erreur là, avec tout un champ lexical qui relève, par exemple, du regret, du trauma, de choses qui n'auraient pas dû être. Donc, il y a vraiment tout un effet de cadrage à cet endroit-là, ce qui est extrêmement néfaste pour les personnes trans, les réalités trans et l'accès aux soins des personnes trans. Donc, nous vous remercions pour votre écoute. Vous avez mon courriel et puis évidemment, comme vous êtes, on est au sein de la chaire de recherche d'Annie Pullen sans façon, elle est également facilement trouvable si vous avez des questions. Si vous avez des questions pour l'équipe aussi, je peux les relayer par écrit. Et puis, mention spéciale là, à nos super diapositives faites par Edith et par les critères, bon, pas les critères, mais les crédits, merci, sont au bas de la diapo et puis quelques références qu'on a mentionnées aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie beaucoup.